L'odeur de la fumée et de l'eau salée se mêlait dans la brume matinale. Sur les rives septentrionales de la Scandinavie, où le vent taille la peau et la mer chante d'une basse sourde, les hommes se préparaient pour une expédition qui pourrait durer plus de 100 jours. Ils savaient, lors de cette traversée, il n'y aurait ni magasin, ni feu de camp sur chaque rive, et même aucune garantie de leur retour. La question était simple. Comment se nourrir quand le monde entier se transforme en désert de glace? Les historiens écrivent qu'un viking ordinaire mangeait environ 1,5 kg de nourriture par jour, principalement de la viande, du poisson et des céréales. Mais à bord d'un navire, les provisions ne sont pas infinies et 100 jours en mer sont une épreuve même pour les navigateurs modernes. Les découvertes archéologiques à Birka et Hedeby montrent que l'on emportait pour l'expédition de la morue séchée, de la viande salée, des céréales et des baies séchées. Tout cela devait survivre au soleil et à la pluie, sans pourrir ni devenir la proie de la moisissure. Dans ces provisions se cachait la véritable magie de la survie. La morue séchée devenait une source de protéines qui ne se gâtait pas pendant des mois. Ce produit était appelé stockfish, du poisson séché au vent, sans sel. Pour les gens du Nord, c'était comme de l'or sur la balance du destin, léger, nutritif et presque éternel. Imaginez, le ciel est gris, les mains sont couvertes de sel, et dans la bouche, il n'y a qu'un morceau de poisson dur comme la pierre. Pour le manger, il fallait le faire tremper dans l'eau, souvent de l'eau de mer, car l'eau douce était trop précieuse. Le stockfish n'était pas juste un aliment, c'était un symbole de la résilience des guerriers du Nord. Leurs dents craquaient dessus comme des épées sur des boucliers. Mais même une telle ration nécessitait une planification. Un seul navire ne pouvait transporter plus de 2 tonnes de cargaison, et cela incluait les armes, les hommes et les chevaux. Chaque grain d'avoine avait son importance. L'avoine, voilà le deuxième produit salvateur. On en faisait une sorte de potage, semblable à une bouillie liquide, que les guerriers mangeaient avec des cuillères en bois, directement de leurs paumes. Ce plat était appelé gryt. Il ne donnait pas de force comme la viande, mais il protégeait de la faim. Les expéditions vikings n'étaient pas de simples opérations militaires, c'étaient des villes flottantes. Chaque personne était responsable d'une partie des provisions. Le høvding du navire, le chef, veillait à ce que la nourriture soit distribuée équitablement. Rompre l'ordre signifiait mettre en péril la vie de toute l'équipe. Car si les provisions venaient à manquer avant la date prévue, la faim deviendrait le pire des ennemis. Et pourtant, même les chefs les plus prévoyants ne pouvaient pas tout anticiper. Que faire si une tempête emportait une partie des provisions? Si le poisson ne mordait pas au filet? Si la viande séchée commençait à pourrir? Alors venait à la rescousse ce que les Vikings appelaient le breuvage du camp. Tout ce qui restait comestible était jeté dans le chaudron. Parfois, des os, de la mousse et même des lanières de cuir s'y retrouvaient. Ce n'est pas une légende. Les archéologues ont trouvé des vestiges de tels potages dans les foyers des campements temporaires en Norvège. Et pourtant, malgré cette rigueur, les Vikings ne se considéraient pas comme des indigents. Ils étaient des chasseurs sur terre et des pourvoyeurs en mer. Leur nourriture était simple, mais chaque cuillerée était une victoire sur le temps et le froid. Car survivre 100 jours en mer signifiait une chose, prouver aux dieux que l'on était digne de rentrer chez soi. Mais le plus étonnant, c'est la façon dont ils conservaient leur force, leur vitalité et même leur esprit combatif, sans avoir ni vitamines, ni alimentation moderne. Car le véritable secret de la survie des Vikings ne résidait pas dans la nourriture, mais dans la manière dont ils savaient la partager entre eux. Et c'est ici que commence l'histoire où la faim devient une épreuve d'humanité. L'air sentait la fumée et la sueur. Sur la rive du fjord se tenaient des dizaines d'hommes, aiguisant leurs couteaux, réparant des sacs en cuir, goudronnant des barils. Mais ce n'était pas l'arme qui était le plus important dans leur préparation, mais ce qui allait dans la cale, la nourriture. Pour un viking, la nourriture était une arme d'endurance. Sans elle, on ne peut lever l'épée ni tenir la rame. Et c'est pourquoi la collecte des provisions pour une expédition de 100 jours se transformait en un rituel presque sacré. Les historiens notent que les femmes jouaient un rôle clé dans cette préparation. Ce sont elles qui fumaient la viande, brassaient la bière et cuisaient le flatbread,
un pain fin et sec, capable de se conserver des mois. Les découvertes archéologiques dans les colonies norvégiennes montrent. Ce pain était fait d'un mélange d'orge et de seigle, sans levure, simplement séché sur des pierres chaudes. Il était dur comme du cuir, mais léger et presque éternel. Un tel pain pesait moins qu'une paume, mais pouvait sauver une vie. Le pain sec et le poisson, deux piliers principaux de la ration. Mais il y avait un autre héros invisible, le sel. Pour un viking, il valait presque de l'argent. Il était extrait par évaporation de l'eau de mer dans des chaudrons de fer, et chaque gramme servait à saler la viande ou le poisson. Le processus s'appelait salting, et il pouvait décider du sort de l'expédition. Sans sel, la nourriture se transformait en poison. Avec lui, elle devenait une armure contre le temps. Imaginez, dans un énorme tonneau en bois, attaché avec des lanières de cuir de bœuf, gisent des couches de viande rouge parsemées de cristaux de sel. L'odeur était âcre, astringente, comme si la terre elle-même serrait les poings. C'était la viande salée, la principale source de protéines en mer. Un seul morceau pouvait peser près d'un demi-kilo, et pour un guerrier, on n'en stockait pas moins de 20. Mais la viande salée avait un prix. Plus elle était conservée longtemps, plus elle nécessitait d'eau pour rincer le sel. Et l'eau douce, une rareté, un trésor pour lequel on pouvait tuer. C'est pourquoi, à bord du navire, l'eau était économisée comme on économise l'oxygène dans l'espace aujourd'hui. Les outres en cuir étaient remplies non pas d'eau douce, mais d'eau de pluie, collectée sur les voiles. C'était leur pain liquide. Parfois, lorsque les réserves diminuaient, ils diluaient l'eau avec de la bière, faible, aigre, mais potable. Cette boisson était appelée Öl. On ne s'enivrait pas avec, mais elle protégeait de la soif et de la dysenterie. Mais la nourriture et la boisson ne suffisaient pas. Il fallait maintenir le feu. Des feux de camp ordinaires étaient impossibles sur le navire. La fumée étoufferait, les flammes brûleraient les voiles. Alors, ils utilisaient des braseros en argile dans lesquels couvaient des amadous, de la mousse sèche imprégnée de résine. Cette mousse, appelée tchert, était l'équivalent nordique du charbon. Elle donnait de la chaleur, ne fumait pas et permettait de réchauffer la potée même sous la pluie. Voilà à quoi ressemblait la cuisine de survie nordique. Un mélange de calcul, de tradition et de désespoir. Chaque morceau de nourriture n'était pas simplement un aliment, mais une partie de la stratégie. Même la distribution des rations était une question de discipline. Le hoofding veillait à ce que personne ne mange plus que la norme. La transgresser signifiait voler la vie d'un camarade. Mais la préparation de l'expédition n'était pas seulement de la logistique, c'était une épreuve de caractère. Les jeunes guerriers, que les anciens appelaient drengar, des apprentis, devaient passer une épreuve, vivre une semaine uniquement de biscottes et d'eau, pour prouver qu'ils pouvaient endurer le voyage. Ce n'est pas une légende, de tels rituels sont mentionnés dans les sagas scandinaves. Ils devaient montrer non pas la force du corps, mais la force de l'esprit. Car en mer, le principal n'est pas les muscles, mais la patience. Quand le navire est prêt, les provisions emballées, les tonneaux hermétiquement scellés avec de la résine, commence le plus difficile, l'adieu. Les femmes prient près du feu, jetant des grains d'avoine dans les flammes, symbole de satiété. Les hommes se taisent. Le vent porte l'odeur de la fumée et du sel. Chacun sait, si le calcul était erroné, si la viande se gâtait, si la tempête brisait les tonneaux, la mort viendrait non pas de l'épée, mais de la faim. On écrit qu'avant le départ, le guerrier mangeait son dernier repas à la maison, de la viande, des oignons, un peu de fromage. Ce n'était pas juste un dîner, mais un adieu au goût de la vie. Ensuite, seulement la mer, le sel et le fer. Mais c'est dans ces conditions rigoureuses que les Vikings se transformaient de simples fermiers en légendes vivantes. Et quand le soleil descendait sous l'horizon, le navire glissait lentement, laissant derrière lui l'écume et les ombres de ceux qui croyaient que la nourriture, préparée de leurs mains, résisterait à 100 jours et 100 tempêtes. Mais ce qui les attendait était bien plus terrifiant que n'importe quelle tempête. Une épreuve qui ferait même se détourner les dieux.
Les premiers jours de l'expédition furent d'un calme trompeur. La mer semblait clémente, le vent soufflait régulièrement, et les voiles se gonflaient d'un son semblable au souffle d'un géant. Les hommes travaillaient au rythme des rames, chantaient d'anciennes chansons, et la cale, pleine de nourriture, inspirait confiance. Mais c'est précisément dans ce calme que se cachait le premier piège. Les provisions ne s'abîmaient pas avec le temps, mais par négligence. Un seul orifice mal fermé dans un tonneau, et toute la viande salée se transformait en un cauchemar collant et putride. Les historiens écrivent que les Vikings veillaient strictement à la propreté de la nourriture. Chaque jour, ils vérifiaient les tonneaux, essuyaient la condensation et déplaçaient le poisson pour que l'air ne stagne pas. Ce processus était appelé « conserver le souffle de la nourriture ». Ce n'est pas un hasard, une nourriture avariée pouvait contaminer toute la cale. En mer, il n'y a pas de deuxième chance. Mais même des provisions soigneusement préparées ne protégeaient pas de la faim lorsque la tempête immobilisait le navire. Dans de telles situations, une ancienne loi de la mer entrait en vigueur, la part égale. C'était un principe non écrit selon lequel la nourriture était partagée en part égale, quel que soit le rang. Même le höfding mangeait la même viande salée que son matelot. Pour les Vikings, ce n'était pas seulement de la justice, c'était le fondement de la confiance. Rompre cet équilibre et l'équipage exploserait comme une chaudière surchauffée. Un des éléments clés de leur alimentation, le butter, n'était pas le beurre moderne, mais une matière grasse laitière épaissie et aigre, semblable à une cire molle. On l'enveloppait dans du cuir et on le cachait à l'ombre de la cale. Il sentait l'herbe en décomposition, mais il donnait de l'énergie comme la viande. Les chercheurs ont trouvé des traces de ce produit dans les découvertes archéologiques de Trelleborg et Gamla Uppsala. C'était pour les Vikings ce qu'est aujourd'hui une barre énergétique, seulement sans sucre ni publicité. Imaginez le matin du 4e jour de navigation. Brouillard, voile trempée. Et les guerriers, assis à bord, mâchent une bouillie aigre d'avoine et de beurre. Elle est filandreuse comme du goudron, mais elle donne la force de ramer. L'odeur du lait aigre se mêle au sel marin et à la sueur. Tout le corps est poisseux, mais personne ne se plaint. Parce que chacun sait, il reste encore 96 jours. Mais les premières semaines sont toujours les plus trompeuses. Tant qu'il y a encore de la viande, tant que l'estomac n'est pas vide, les guerriers chantent. Puis arrive la première tempête. Les vagues, comme des murs, frappent le flanc. Le vent déchire les voiles. L'eau s'engouffre directement dans la cale. Et toute la précieuse nourriture est en danger. Pour la préserver, les Vikings utilisaient des housses en cuir tendues sur les tonneaux, et certains couvraient même la couche supérieure de viande salée de cire. C'était leur ancienne méthode de conservation, le cirage. Les archéologues ont trouvé des traces de cire sur les parois d'anciens tonneaux dans la région de Trondheim. Preuve que les Vikings savaient protéger la nourriture aussi bien qu'ils protégeaient leur vie avec une épée. Cette technique protégeait de la moisissure, mais pas de l'eau salée. Et si une vague inondait la cale, la nourriture absorbait le sel, devenait amère et presque immangeable. Alors il la faisait sécher directement sur le pont, étalant les morceaux sous le vent. L'odeur était horrible, mais c'était l'odeur de la survie. L'un des ennemis les plus terribles, ce n'était ni la tempête, ni les adversaires, mais l'ennui. Pendant des semaines, c'était la même chose, poisson, pain, bouilli. Le corps réclamait du frais. Alors, les Vikings pêchaient le poisson de mer directement depuis le bord, en utilisant des cannes à pêche primitives. La prise la plus précieuse, la morue et le hareng. Ils les mangeaient crus, juste après les avoir éviscérés. Cette méthode était appelée la chair vivante de la mer. Non par sauvagerie, mais par nécessité, le poisson cru protégeait du scorbut. Des scientifiques de l'université de Copenhague ont trouvé des traces de vitamine C dans les restes de Vikings, ce qui signifie qu'ils mangeaient réellement du poisson frais et parfois même des herbes qui poussaient sur les rochers côtiers. Leur instinct de survie était plus précis que n'importe quel manuel. Mais même avec la nourriture, ils avaient une autre préoccupation, le moral. Sans nourriture, on peut vivre quelques jours, sans esprit, pas un seul. Et c'est pourquoi, chaque soir, lorsque le vent se calmait, les Vikings se rassemblaient autour du feu du mât central, petit, abrité du vent. Là, ils chantaient, se souvenaient de leur foyer, riaient, mangeaient d'un chaudron commun, une potée de restes de poisson, d'avoine et de beurre. Ce chaudron était appelé le cercle de la Cambuse. Il était le cœur du navire.
Ceux qui ne partageaient pas la nourriture étaient considérés comme des parias même sur le pont, car les Vikings savaient, un solitaire ne survivrait pas. Seule la cuillère partagée sauve tout le monde. Ainsi commençait leur long voyage, 100 jours, où chaque aube était une victoire et chaque cuillerée de nourriture un don des dieux. Et tandis que leur navire glissait sur les vagues, où le ciel et l'eau se confondaient, où chaque jour ressemblait au précédent, ils ne savaient pas encore que bientôt la mer leur prendrait tout, sauf la volonté. Plus de 50 jours s'étaient écoulés, la mer était devenue hostile et les corps épuisés. Les guerriers ne chantaient plus. Leurs épaules étaient brûlées par le soleil, leurs yeux piquaient à cause du sel, et leurs mains étaient couvertes de crevasses dans lesquelles s'accumulait la saleté marine. Les provisions étaient presque épuisées. La viande salée s'était transformée en une masse grise cristallisée. Le pain se brisait comme un vieil os, et l'avoine, gorgée d'humidité, commençait à germer directement dans les sacs. C'est alors que les Vikings furent confrontés à ce qu'ils redoutaient le plus, la faim. Les découvertes archéologiques sur les sites de naufrage au large des côtes écossaises montrent, dans les dernières semaines de navigation, les Vikings perdaient effectivement une part significative de leurs provisions. Les historiens écrivent qu'une partie des équipages périssait non pas au combat, mais d'épuisement. Et quand il ne restait plus rien dans la cale, à part des restes pourris, la lutte pour chaque morceau commençait. Mais même alors, il y avait un ordre. Les Vikings croyaient que rompre le partage équitable de la nourriture signifiait attirer une malédiction. Une ancienne loi stipulait « Celui qui vole la nourriture en mer vole le souffle des dieux ». C'est pourquoi, même dans le désespoir, ils partageaient tout également. Seulement, les rations diminuaient. Un morceau de pain de la taille d'une paume était partagé entre 3. La potée était diluée avec de l'eau de mer pour qu'elle paraisse plus abondante. Et pourtant, à un certain moment, les provisions devenaient trop rares. Alors, ce qui était auparavant considéré comme immangeable entrait en jeu. Les lanières de cuir, les semelles, les morceaux de voile, trempés dans l'eau, étaient ramollis et mâchés pour tromper l'estomac. Ce n'est pas une invention. Des traces de cuir traitées avec des marques de dents humaines ont été trouvées dans les couches archéologiques des campements côtiers vikings. C'était à cela que ressemblait la faim, vêtue de fer. Au milieu de ces souffrances, il leur restait un salut, la chasse en mer. Quand la tempête se calmait, les guerriers jetaient des lances dans l'eau, essayant d'attraper au moins un oiseau marin ou un phoque. La viande de phoque était considérée comme sacrée, elle donnait chaleur et graisse, et de son sang il faisait une soupe épaisse. Ce plat était appelé blood-soupa, littéralement bouillon de sang. Ils le buvaient chaud, debout sur le pont, pour retrouver des forces. Le sang chaud brûlait la bouche mais redonnait le goût de la vie. Cette boisson est devenue le symbole de l'extrême limite de l'endurance humaine. Les scientifiques savent aujourd'hui que le sang des animaux contient effectivement du fer et des vitamines capables de soutenir l'organisme en état d'épuisement. Les Vikings, sans connaître la chimie, connaissaient la vie. Ils sentaient que le sang était la vie au sens propre. Un terme qui reflète cette philosophie est « nirfi ». C'était ainsi qu'on appelait l'état d'épuisement extrême quand le corps ne répond plus, mais que la personne agit toujours. Le nirfi était pour les Vikings une épreuve de volonté. Si tu continuais à ramer, bien que tu ne puisses pas te tenir debout, tu te rapprochais des dieux. Ce terme apparaît dans les sagas comme un synonyme de gloire. Imaginez cette scène, la mer grise, le pont couvert d'une croûte de sel. Des dizaines d'hommes burinés par le vent sont assis en silence, chacun tenant dans ses mains un bol en bois de bouillie liquide. Le vent en arrache la vapeur, comme s'il voulait lui-même voler les dernières calories. Et quelque part au milieu de cela, le Høvding, ce même chef qui mange maintenant la même chose que ces hommes. Il a les mêmes joues creuses, les mêmes lèvres gercées. C'est le moment où les différences entre les forts et les faibles disparaissent. Il ne reste que les vivants et les morts. Mais c'est précisément dans de tels moments que naissait la véritable force des gens du Nord. Non pas dans les victoires, non pas dans les pillages, mais dans ce silence obstiné face à la nature. Chacun d'eux savait que survivre, ce n'était pas seulement passer la journée, mais préserver son honneur. Car rentrer chez soi les mains vides était une honte.
et mourir avec une cuillère à la main, un honneur. On écrit que dans les jours les plus sombres des expéditions, les Vikings commençaient à chanter des chants spéciaux, les drapours. Ce n'étaient pas des hymnes de guerre, mais des récits sur le foyer, sur les champs, sur l'odeur du pain frais. Ils chantaient non pour les dieux, mais pour eux-mêmes, pour ne pas devenir fous. Ces chants étaient leur dernière nourriture, une nourriture pour l'âme. Et quand les vagues se calmaient enfin, quand le vent cessait de hurler, ils levaient les yeux vers le ciel et voyaient la terre à l'horizon. Ce n'était pas un miracle, mais une récompense pour leur endurance. Et pourtant, même en posant le pied sur le rivage, ils ne savaient pas s'ils pourraient manger. L'estomac, habitué à la faim, n'acceptait pas la nourriture ordinaire. Leur corps tremblait, mais leurs yeux brillaient. Parce que maintenant, ils connaissaient le prix de chaque morceau de pain, de chaque goutte d'eau. Ainsi, au milieu des tempêtes et de la faim, naissaient ces légendes mêmes qui seraient plus tard couchées dans les sagas. Mais le principal défi restait à venir, le retour à la maison, où les attendait non pas un festin, mais une autre leçon, bien plus amère. Lorsque la terre apparut enfin dans le brouillard, les guerriers ne se réjouissaient plus. La joie est un luxe pour ceux qui sont repus. Ils restaient silencieux, fixant l'horizon où une mince bande de terre tremblait dans la brume. Sur les 100 hommes à bord, 80 étaient encore en vie. Les autres étaient morts en silence, sans un cri, cessant simplement de respirer à l'aube. Leur corps était rendu à la mer, enveloppé dans des toiles. Les vagues salées devenaient leur tombe. Et pourtant, les survivants continuaient à ramer, car ils savaient, désormais, chaque cuillerée de nourriture qu'ils avaient conservée deviendrait la preuve de leur force. Lorsque le navire s'échoua sur le rivage, les Vikings s'effondrèrent directement dans le sable. L'odeur de la terre et de la fumée, une odeur qu'ils n'avaient pas sentie depuis des mois. Ils ne se précipitèrent pas vers la nourriture. D'abord, ils restèrent silencieux. Puis, ils commencèrent à boire de l'eau, par petites gorgées, pour ne pas mourir de soif aussitôt. Ce n'est qu'après plusieurs heures qu'ils ouvrirent les tonneaux où subsistaient des restes de sel, de beurre et de pain. Ces produits, ayant survécu à la tempête, devinrent sacrés pour eux. Les historiens pensent qu'après de telles expéditions, les Vikings accomplissaient un rituel spécial de gratitude envers les dieux. Il était appelé blot, un sacrifice en signe de remerciement pour la survie. Mais contrairement aux stéréotypes, ils sacrifiaient le plus souvent non pas des animaux, mais de la nourriture. Un morceau de pain, un morceau de poisson, un peu de beurre. Pour un homme ayant survécu à 100 jours de faim, un tel don valait plus que de l'or. Les archéologues ont trouvé des restes de ces fosses sacrificielles dans la région d'Uppsala et de Leyre. On y a découvert des grains carbonisés et des arêtes de poissons, ce qui confirme la véracité des sagas. C'était un acte non pas de peur, mais de respect, car la nourriture, qui avait sauvé des vies, devenait le symbole de la vie elle-même. Mais la joie du retour ne signifiait pas la fin des souffrances. Beaucoup de survivants souffraient d'épuisement, de crampes et d'inflammations. Les chroniques mentionnent que les guerriers perdaient souvent leurs dents. Le sel et l'acide détruisaient l'émail. Certains développaient la maladie des os de mer, une inflammation des articulations due à l'humidité constante et au manque de vitamines. Leur corps était brisé, mais pas leur esprit. C'est alors que commençait la deuxième étape de l'épreuve, la récupération. Les Vikings ne mangeaient pas simplement pour se rassasier. Ils mangeaient lentement, avec gratitude, comme s'ils réapprenaient à vivre. Les femmes leur préparaient une épaisse bouillie d'avoine et de lait, le miol soupa. Cette boisson redonnait des forces, réchauffait l'estomac et permettait au corps de s'habituer à la nourriture. Chaque gorgée était un pas vers la vie. Mais la plus grande épreuve les attendait non pas dans le corps, mais dans l'âme, car 100 jours en mer transformaient un homme. Ils ne pouvaient plus regarder le pain sans se souvenir du sel, ne pouvaient plus manger de viande sans se rappeler l'odeur de la pourriture. Ces guerriers revenaient différents, et bien qu'on les appelât des héros, au fond d'eux, ils savaient, la victoire avait été payée d'un prix trop élevé. Une saga dit, « Celui qui a mangé le sel des dieux ne sera plus jamais le même ». Les scientifiques pensent que c'est une description poétique des conséquences psychologiques des longues expéditions. Et en effet, après une longue période de faim, une personne perd le goût, la sensation de satiété, même la capacité de dormir.
Beaucoup de vétérans des expéditions ne repartaient plus jamais en mer. Ils restaient sur le rivage, construisaient des navires, enseignaient aux jeunes. On les appelait les huscarlars, ceux qui servent la maison. Le terme huscarl n'est pas seulement un titre, mais un signe que la personne a traversé trop d'épreuves. Il devenait le gardien de l'expérience, de la mémoire de la faim et de la survie. Et quand les jeunes les interrogeaient sur ce que c'était, 100 jours sans terre, ils répondaient « c'est comme 100 hivers dans un seul cœur ». Parfois, des fêtes étaient organisées dans les villages en l'honneur du retour des marins. À la fête, on dressait une longue table, mais les places les plus honorables n'étaient pas occupées par les Høvdingar, mais par ceux qui avaient partagé le dernier morceau de pain. Sur la table, on mettait des plats de poisson, d'avoine et de viande séchée, la même nourriture qui les avait sauvés en mer. Le festin n'était pas une célébration de l'abondance, c'était un adieu à la faim. Chaque morceau rappelait ceux qui n'étaient pas revenus. On écrit qu'avant de s'asseoir à table, les Vikings prononçaient un court serment. « Nous avons mangé le sel ensemble, donc nous mourrons ensemble. » Cette phrase est devenue un symbole de la loyauté que les troupes scandinaves se transmettaient de génération en génération. Et quand la nuit tombait sur la terre et que le feu se reflétait dans leurs yeux, ils savaient. La nourriture peut être une arme, une prière et une mémoire à la fois. Elle les rendait mortels et immortels en même temps. Mais l'histoire des Vikings ne s'arrête pas là, car de ces expéditions est née l'une des légendes les plus tenaces, le mythe de la résilience nordique, que beaucoup tenteront de reproduire, mais peu y parviendront. Quand tout fut terminé et que les navires étaient sur le rivage, les Vikings survivants regardaient la mer comme on regarde un vieil ennemi, avec respect et crainte. Ils savaient, la mer ne tue pas sans raison, elle met à l'épreuve. Elle met à l'épreuve par la faim, le froid, la solitude. Et ceux qui ont tenu 100 jours, elle les rend plus forts que l'acier. Mais la véritable leçon de ces expéditions ne réside pas dans l'endurance, mais dans l'humanité, car le secret de la survie des Vikings n'était ni dans le poisson, ni dans le pain, ni dans le sel. Il résidait dans le fait qu'ils partageaient tout, même la faim. Aucun homme ne mangeait seul, aucune cuillère ne se levait avant que les autres n'aient reçu la leur. C'était leur arme invisible, plus forte que l'épée. Les archéologues modernes trouvent dans les sépultures de cette époque des traces de repas communautaires, des bols avec plusieurs cuillères, des restes d'une même bouillie à plusieurs endroits. Même la mort ne brisait pas leur cercle. Ils mouraient ensemble, comme ils vivaient ensemble. Et voici la question pour toi. Si tu t'étais retrouvé à leur côté, aurais-tu pu vivre 100 jours en partageant le dernier morceau de pain avec celui qui est plus faible que toi? Aurais-tu pu renoncer à ta propre ration pour sauver l'équipage? Car la force des Vikings n'est ni dans leurs épées, ni dans leurs navires. Elle réside dans leur capacité à rester humain quand tout autour se transforme en faim et en tempête. Et peut-être est-ce là la principale leçon de leur histoire, que ce ne sont pas les plus forts qui survivent, mais ceux qui partagent le dernier. Parce que même 1000 ans plus tard, quand le vent porte l'odeur du sel de la mer du Nord, quelque part en lui résonne leur murmure. Nous avons mangé le sel ensemble. Et c'est pourquoi nous sommes vivants.